Bon, donc vous avez vu un petit peu hier, ou en tout cas quand vous avez regardé le premier slide, ce que nous faisions en sociologie des usages sur les technologies de l'information, avec les exemples de SocioGeek et d'Urban Mobs. Maintenant, on va reprendre le cours avec un point de vue vraiment très très général, hein. Ne prenez pas ce que je vais vous présenter là comme quelque chose d'achevé, de complet. C'est uniquement une espèce de cadrage qui peut vous aider à comprendre quel est notre point de vue, notre angle d'entrée, et puis aussi de replacer ce qu'on va discuter dans les cours suivants dans un contexte plus général et plus global. La première idée, c'est celle qui nous intéresse, c'est que les révolutions scientifiques et techniques, et à l'évidence nous en vivons une autour des technologies de l'information depuis maintenant une bonne trentaine d'années, cette révolution ou ces révolutions ont fait l'objet de différentes approches et de différentes façons de les présenter. Notre idée est que nous avons un enchevêtrement de facteurs de rupture et à ce titre, nous voulons nous démarquer d'un certain nombre d'autres approches, celles qui sont très technocentrées, hein, bon, qui ne sont pas très importantes heureusement dans les sciences sociales, mais qui existent plus dans les discussions dites ordinaires, dans celles que tout un chacun nous tous pouvons avoir au café, en famille ou avec d'autres, qui est l'idée que c'est la science et la technologie qui déterminent tout. Vous avez dû entendre, comme tout le monde, des gens vous dire «Ah, mais la mondialisation est inéluctable parce qu'il y a Internet», ou l'idée que c'est le progrès technologique qui va diriger l'évolution du monde. Bon, cette idée-là n'existe pas vraiment dans les sciences sociales, mais enfin, elle est assez communément exprimée, donc il est utile de la pointer pour dire que c'est évidemment pas ça notre point de vue. Après, il y a une autre entrée, un autre angle d'approche qui est là plus connu dans les sciences sociales, qui est plus structural, qui est l'idée que les modes de production, les structures sont absolument déterminantes pour comprendre ce qui se joue dans les sociétés, ce qui là n'est pas faux, mais que c'est ça qui en est le moteur, hein. Bon, c'est l'idée, par exemple, chez certains marxistes, que l'état des forces productives, hein, c'est-à-dire les capacités de production, là aussi l'évolution des sciences et des techniques, et surtout l'organisation de la société autour de ces sciences et techniques, ça permet d'avoir un certain type de société, un certain type de rapport de production, le terme marxiste le plus utilisé. Et on a eu dans le marxisme tout un courant, les althussériens, hein, pour ceux qui s'intéressent à ça en étant un peu le symbole, qui partait de cette base économique comme le substrat unique et clé dont il fallait partir. On a vu des approches analogues chez les néolibéraux. Par exemple, l'idée qui a été développée par beaucoup de néolibéraux dans les années 80, que c'était grâce aux réformes de Reagan, au néolibéralisme, etc., que les États-Unis pouvaient facilement intégrer les révolutions scientifiques issues des technologies de l'information, en l'occurrence la micro-informatique, et que l'Union soviétique était, elle, par nature incapable de faire ça, et donc que la victoire, d'une certaine façon, des États-Unis s'expliquait principalement par cette structure néolibérale de la société qui permettait un certain nombre d'avancées que d'autres systèmes plus rigides ne permettaient pas. Bon, ça c'est donc un autre point de vue qui part un peu d'en haut, hein, dont on pourrait dire que l'idée centrale est de considérer que c'est l'évolution par les grands courants dominants et plutôt par les classes dominantes ou par les pays dominants que ces évolutions sont conduites par ces structures dominées par des classes dominantes ou des pays dominants. Bon, on a à l'opposé total de ça un courant là beaucoup plus petit, hein, puisque c'est principalement Negri et Hart qui développent ça, hein, dans un livre qui a eu beaucoup d'écho il y a quelques années qui s'appelle Empire, bon, et puis un deuxième qui a suivi qui s'appelle Multitude. Et l'idée de Negri et Hart qui viennent d'un vieux courant italien qu'on appelle l'opéraïsme, et qu'en fait la classe ouvrière ou les opprimés, maintenant les multitudes, sont toujours un pas en avant du développement des dominants, en l'occurrence du capitalisme, et que l'évolution de nos sociétés se comprend principalement par l'avancée de ces ouvriers operaio en italien ou maintenant multitude qui obligent le système à bouger par leur mouvement propre. Donc une approche qu'on pourrait dire plus mouvementiste,
et qui les amène aujourd'hui à considérer que le modèle dominant de l'évolution du monde moderne, c'est à la fois le codeur en logiciel libre et puis le précaire. Bon, et c'est autour de cette figure du précaire que le négrisme et du développeur, que le négrisme construit des multitudes remettant en cause l'empire, puisque c'est ça, disons, de façon extrêmement résumée. Hein. Le livre fait des centaines de pages et a évidemment beaucoup plus d'apports que cela, mais c'est de façon très résumée ce que disent Negri et Hart. Bon, nous, on part d'une idée un peu différente qui est en fait assez simple. Hein. C'est simplement qu'il y a un enchevêtrement indémêlable entre les ruptures technologiques, la transformation de la société et les renouvellements des formes de la critique. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à déterminer, vieux problème de l'œuf et de la poule, qui a commencé et quel est l'élément déterminant, puisqu'en fait la détermination est toujours multiple et donc on ne peut pas appliquer un schéma qui fait jouer soit à la technologie et à la science, soit à l'action des classes dominantes, soit au mouvement et à la critique, à la contestation, un rôle prédominant dans ces évolutions. Alors ça, bon, on va le retrouver beaucoup sur l'Internet, hein, avec une idée très simple, mais que je reprendrai ou qu'on reprendra, parce que Dominique Cardon intervient aussi là-dessus plus tard dans le cours du cours, qui consiste à dire que si l'Internet est souvent considéré comme le moteur de la mondialisation actuelle, il est aussi souvent analysé comme quelque chose qui découle de la mondialisation, comme si c'était l'ouverture des frontières, une façon différente de concevoir les technologies, les structures techniques de façon plus horizontale, plus plate, qui était la raison d'être, la raison qui était à la base de la construction d'Internet dans la forme qui est celle qu'on lui connaît. Ce qu'on oublie souvent, et c'est ça qui est intéressant et marrant, c'est qu'en fait on peut retourner l'affaire en considérant que l'Internet est aussi le produit de la contre-culture américaine. C'est-à-dire qu'avant même que la mondialisation ne s'instaure, donc au début des années 80 puis au début des années 90, on a eu dès les années 60 un mouvement de contestation très très fort de la bureaucratie, des bureaucraties, évidemment celle de l'Union soviétique, mais aussi celle des États qui, comme les États-Unis, avaient des structures très lourdes autour de la préparation d'une possible guerre nucléaire, mais aussi autour de la guerre du Vietnam, avec des grandes entreprises très centralisées. Et ce modèle-là a été remis en cause par la génération de 68, qui est aussi celle qui a construit l'Internet en pensant et en inventant quelque chose qui correspondait à ce qu'il voulait exprimer contre le monde dominant de l'époque. Donc on a ces basculements permanents, mais ça on y reviendra beaucoup sur l'Internet. Alors là, ce que je vais faire, hein, et c'est le sens de la deuxième vidéo sur Dailymotion que vous allez pouvoir récupérer, c'est vous donner quelques exemples en commençant très rapidement par la première révolution industrielle, puis la seconde, et puis ensuite en revenant un peu plus sur ce qui s'est joué autour de la mondialisation, de l'apparition de l'informatique moderne, c'est en fait l'informatique distribuée. Mais tout ça, on le verra, je vous dis, dans la deuxième vidéo de Dailymotion que vous retrouverez dans les slides qui suivent. Voilà, bien écoutez, à tout de suite. Rien de plus.